Je vais évoquer ici quelques petits sujets qui ont attiré mon regard et mon attention cette semaine. Vous voyez que c'est des choses très variées. D'abord, il y a l'existence d'un nouvel ouvrage de Nicolas Dupont-Aignan qui vient de sortir et qui s'appelle 2027, la liberté ou la mort. Il précise que si on veut résoudre nos problèmes, il faut sortir de l'Union européenne. Donc il se rallie à cette position de Frexit qu'il ne défendait pas auparavant et a reçu en ce sens le soutien de Florian Philippot pour 2027, puisque l'objectif c'est de préparer sa campagne présidentielle, la 4e, évidemment. Et donc il se rallie à cette notion de Frexit, qui est très dévaluée à juste titre, mais voilà qu'il devient le champion de cette idée, tout comme Philippe de Villiers le vendredi soir sur CNews. Et donc Fayard, aujourd'hui, édite quasiment toutes les figures, on va dire, de la droite nationale et conservatrice, que ce soit Jordan Bardella, Sarah Knafo, dont on annonce son ouvrage en septembre 2026, Éric Zemmour, bien évidemment, Philippe de Villiers, Marion Maréchal, et encore tant d'autres. C'est donc, évidemment, un soutien explicite de Fayard à cette tendance politique. Et ça peut expliquer aussi pourquoi, chez Grasset, ça se passe très mal. Autour de l'ouvrage, d'ailleurs, de Boualem-Sansal, que le patron de Grasset, désormais limogé, voulait positionner pour septembre, mais Bolloré voulait qu'il sorte très rapidement. Alors, Sansal a fait, entre guillemets, sensation récemment, puisqu'il y a un propos qui est rapporté de ce dernier, assez méprisant à l'égard de la France, ce qui fait dire à un certain nombre de figures de la droite nationale identitaire, en fait, que ils n'ont pas soutenu le bon personnage. Et c'est Marguerite Stern, notamment, qui a ouvert le bal pour une critique acerbe du manque de reconnaissance dont Sansal aurait été responsable vis-à-vis de la France et de ce que la France a voulu faire pour le faire libérer. Donc ça fait effectivement un petit brouhaha. Là, on est dans un sujet politique classique, c'est-à-dire effectivement une actualité. Toutes les figures, on va dire, eurosceptiques sont publiées. Un ouvrage d'un entretien de Mathieu Boccoté par Laurent Dandrieux est également sorti chez Fayard. Bon, intéressant ou pas, ça, on verra. Alors, toujours sur les questions d'intelligence artificielle, il faut avoir conscience que l'intelligence artificielle est un outil, mais qu'un outil, évidemment, nécessite d'avoir un ouvrier qui sait concrètement de quoi il parle. Et c'est souvent la question fondamentale qu'il faut avoir en tête. Donc, quand on cherche quelque chose par l'intelligence artificielle, ça peut être intéressant, mais il faut effectivement trouver l'information précise. Ainsi, pour peut-être faire une mise à jour de mon ouvrage sur les fascismes, j'ai interrogé l'intelligence artificielle sur la question de l'hypothèse d'un parti qui aurait été national-socialiste en Irlande dans les années 30 et 40. L'intelligence artificielle me parle d'un tel parti, sauf qu'en réalité, ce parti a été fondé en 1968, et donc ça ne répond pas du tout à la question. Et assez rapidement, quand je vois cette information, je la questionne, et effectivement, l'intelligence artificielle reconnaît son erreur. Mais erreur, il y avait. Donc vous voyez que si vous ne savez pas de quoi vous parlez, eh bien, vous tombez dans les pièges de l'IA. Donc ça ne peut pas être quelque chose qui remplace la connaissance. C'est une aide supplémentaire, c'est un outil qui peut être très bien. Par exemple, je cherchais absolument à retrouver le poème de jeunesse de Nietzsche, dont je n'avais qu'un extrait qui était « Pauvre fou reste là-haut » et qui était intitulé en français « Devant le crucifix ». En réalité, c'est pas vraiment tout cela. Donc j'ai interrogé Gemini, et j'ai demandé s'il trouvait le texte en allemand, etc. Alors il me l'a trouvé, c'est Der Gekreuzigte, 1859, donc le crucifié, où il y a notamment ce début, Bleib du am Kreuze, bleib du Richter. Ce qui veut dire reste sur ta croix, reste-y, espèce de fou. Et ensuite, il y a une suite du poème. Donc, ce n'est pas juste une phrase. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, je dispose du document complet et précis avec les références. J'ai trouvé également une autre citation de Nietzsche dans ses cours, peu connue, où j'interroge donc l'intelligence artificielle pour dire est-ce que Nietzsche a fait référence à plusieurs reprises au dieu germanique Donar, donc l'équivalent de Thor, ou pas. Et évidemment, l'intelligence artificielle, quand tu lui poses une question précise, elle répond précisément. Voilà le texte.
Wir empfinden den Mythos als ein Erzeugnis eines Volksgeistes, der aus einer bestimmten gemeinsamen Anlage in jedem Deutschen steckt noch ein Stück Donner und Wotan, trotz aller christlichen Umschmickung. Wir verstehen diese Mächte, weil wir sie in uns fühlen. Nous ressentons le mythe comme le produit d'un esprit du peuple, c'est-à-dire une disposition commune déterminée. En chaque Allemand se cache encore un morceau de Donner et de Wotan, malgré tout le phare chrétien. Nous comprenons ces puissances parce que nous les sentons en nous. Plutôt une belle citation, je trouve. On connaît les citations de Nietzsche en faveur des dieux de l'Olympe, cette citation notamment de 1889, que je cite souvent, qui est « Nous croyons en l'Olympe et non au crucifié », ce qui fait bien le lien avec ce poème de Genèse de 1859, du même Nietzsche. Alors, autre sujet compliqué, et dans les langues indo-européennes notamment, la question de savoir comment on peut rendre le fameux par Zeus, par exemple, ou par Thor, ou d'autres. On connaît cela parce que ce sont des expressions qu'on retrouve notamment chez Astérix, mais elles sont conformes à l'usage antique. On les retrouve également, d'une certaine manière, chez Black et Mortimer, avec l'expression by Jove, qui veut dire par Jupiter. Donc on sait comment en anglais, c'est l'utilisation de by. En grec ancien, il y a deux formes. Selon qu'on veut dire oui par Zeus, par exemple, on dira netondia. Et si on veut dire non par Zeus, on dira matondia. Mais ça peut dire par Zeus tout court. En grec moderne, si vous voulez dire par Zeus, c'est tout simplement matondia, en grec moderne donc. Et en latin, donc, c'est per Ioem, par exemple, ou per Martem, par Jupiter, par Mars. Donc ça vient donner le mot français à partir du latin. Seulement voilà, il n'y a pas que ces langues-là. Comment dit-on, par exemple, par Perun, si on s'exprime en faveur des divinités du monde slave? Eh bien, on va utiliser un instrumental directement. Donc, par exemple, Pierunum, c'est l'instrumental, donc au moyen de Perun, ou au nom de Perun. Voilà, et ça va être pareil en polonais ou dans d'autres langues. On est sur la même idée de manière générale, on utilise l'instrumental, donc ça va donner Svarogom, par exemple, par Svarog, etc. Maintenant, comment dit-on cela en allemand? Eh bien, en fait, c'est comme en anglais, c'est beim. Alors, c'est pas facile à trouver. Donc, par exemple, beim Wodan, ça veut dire par Wotan. Pourquoi est-ce difficile? Parce que c'est pas d'usage courant et les dictionnaires n'aident pas forcément. Et ça peut avoir un faux ami. En réalité, j'ai découvert la forme correcte en allemand en allant feuilleter un Astérix écrit en allemand. Et effectivement, on voit Beim Taranis, etc. Donc c'est forme Beim. Très bien. Donc je ne sais pas forcément dans toutes les langues, par exemple chez les Celtes ou d'autres, comment ça se dit, mais je cherchais la forme scandinave. Comment dit-on par Thor et par Odin, par exemple. Donc Beim Donner und Beim Wodan en allemand, by Thor and by Odin en anglais, mais comment disait-on ça en vieux norrois? Est-ce que ça existait d'abord? Et comment dit-on ça aujourd'hui? Alors j'ai cherché. Et l'expression, c'est this, qui signifie par ou envers selon le contexte. Donc si je dis this for, ou je dis this Odin, ça veut dire par Thor ou par Odin. Si vous voulez dire « je jure par Thor », me dit l'intelligence artificielle, « ex verd this Thor ». Alors, comment ça a évolué? Bien en norvégien, ça donnait « ved Thor », alors peut-être que ça se prononce « fed » d'ailleurs, et « ved Odin ». Même chose en danois, mais pas en suédois, où c'est « vide » tout court, ou « fid » d'ailleurs, très proche du vieux norrois. Voilà. Et « vid Odin », puisque Odin est le nom suédois moderne du dieu Othin, c'est-à-dire Odin. Voilà, c'est un petit sujet de linguistique, tout simplement, qui est intéressante, je trouve, et qui méritait peut-être, c'est à vous de me le dire, qu'on s'y attarde légèrement. C'est une notion que je ne connaissais pas. Alors, ça pourrait plaire aux souverainistes qui cherchent à expliquer l'Union européenne par le nazisme en permanence, mais j'ai découvert effectivement un concept que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Schicksalsgemeinschaft, qui s'appelle la communauté de destin, et pour être précis, c'est une expression qui s'accompagne donc du mot européen, donc une communauté de destin européenne dans laquelle les Slaves seraient intégrés, au même titre que les Latins, et évidemment,
ça ne converge pas avec l'idéologie hitlérienne qui, elle, est anti-slave et méprisante à l'égard des autres peuples européens. Mais c'est simplement une idée qui arrive vers 1933-1934. Et je cite donc l'expression telle qu'elle est définie par l'intelligence artificielle. Le russe blanc devient un rempart nécessaire et un membre de la famille européenne qu'il ne faut plus combattre. Et qu'il s'agit de sauver la civilisation européenne tout entière contre le danger bolchevique. Dans ce contexte-là, les Slaves, qui ont été fortement réprimés et opprimés par le fascisme hitlérien, sont réintégrés dans la famille. Bien entendu, c'est très tardif, on comprend bien que c'est alors que la défaite s'annonce. Et cette histoire de communauté de destin européenne reste fondée, puisqu'aujourd'hui nous avons des menaces communes qui ne sont pas la Russie, je le précise. Le pouvoir russe est nocif, il mène la guerre en Ukraine, il est nocif pour le peuple ukrainien, pour le peuple russe, et pour les Européens en général. Ça ne veut pas dire que le peuple russe, lui, n'est pas européen et qu'il faudrait le traiter en paria, ce qui est une erreur qui a été commise notamment par Bonaparte et d'autres. Voilà. Évidemment, je l'ai dit pour l'EWG, dans le salon consacré, l'expression EWG, qui est donc Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ça signifie la communauté économique européenne en allemand. EWG. Et donc, ça correspond exactement à la CE, en français, Communauté économique européenne. Donc c'est une expression évidemment ancienne. Donc, elle a été employée notamment par le régime hitlérien, effectivement, même si ça n'a pas eu de suite, mais l'expression a été notamment mise en exergue par notamment Funk, qui l'avait mis en avant, et d'autres. Voilà. Donc, il faut bien avoir en tête, comment dire, tout ça, c'est que, évidemment, les mots n'ont pas la signification qu'ils peuvent avoir selon la personne qui les emploie. Et c'est là la manipulation souverainiste, qui est de faire croire aux gens qu'en fait, ils disent la même chose. Et absolument pas. Donc on est toujours dans la malhonnêteté intellectuelle profonde. Voilà, pour être précis, c'est plutôt Best qui a utilisé cette expression. Hein. Donc, évidemment, c'est une manipulation. Et quand vous avez des gens qui passent leur temps à expliquer qu'une européenne est nazie ou communiste ou les deux, en fait, on est dans une manipulation du vocabulaire, on est dans une manipulation de la langue, qui est quelque chose de profondément choquant. Voilà quelques sujets variés et vraiment que je voulais partager avec vous. Je vais parler d'un dernier sujet qui est intéressant, qui est un ouvrage qui est sorti d'un certain Christophe Onodibio, qui est un agrégé de lettres, qui a eu quelques récompenses pour des romans, et qui a sorti un ouvrage extrêmement intéressant, qui, évidemment, prépare un petit peu l'arrivée de l'adaptation cinématographique, d'ailleurs très contestable, de Nolan, c'est l'Odyssée de l'Odyssée. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les aventures d'Ulysse sans jamais avoir lu Homère, chez Grasset. Donc on va de Grasset justement tout à l'heure. Livre très intéressant. Donc ça parle de Ulysse, mais pas seulement dans l'Odyssée, depuis l'origine jusqu'à sa mort, et bien sûr les actes héroïques de son aventure donc de 10 ans. Son périple au sens strict, c'est-à-dire effectivement une pérégrination par bateau, de sa rencontre avec Circé, avec Calypso, de sa relation avec Athéna, et de son retour à Ithaque, évidemment, et aussi de la fin. Comment ça finit tout ça? Donc un livre très intéressant, très bien écrit, qui fait quand même son nombre de pages, hein, il est à quasiment 350 pages. Donc ça mérite d'être lu à mon avis. Et ça nous enrichit sur le personnage d'Ulysse. Bien sûr, je ne vais pas apprendre énormément de choses, parce que je sais beaucoup de choses sur Ulysse, pour avoir lu un certain nombre d'ouvrages qui parlent de la fin, de suite. Mais pour chacun d'entre nous, c'est intéressant. Donc c'est mon conseil de lecture. Je pourrais en avoir beaucoup d'autres à vous proposer. Mais celui-là, en tout cas, est intéressant. C'est vrai que je ne fais plus de chroniques de sorties littéraires ou d'ouvrages. Je pourrais le faire. Et d'ailleurs, je vais simplement vous citer quelques ouvrages d'intérêt. Un ouvrage de Xavier Boniface, chez Hermann, Ukraine, une autre terre sainte, les enjeux religieux de la guerre, et ça évoque notamment aussi les mouvements païens en Ukraine, même si ce n'est pas le centre du tout du sujet, hein, c'est vraiment les relations au sein du monde orthodoxe. Une géopolitique du Royaume-Uni au PUF, qui fait suite à une géopolitique de l'Union européenne, de l'Europe tout court, donc avec 3 axes, la relation entre le Royaume-Uni et l'Europe, la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et la relation entre le Royaume-Uni et le Commonwealth. Donc, vaste sujet. Un ouvrage assez intéressant de Clémentine Fauconnier, qui est une politiste et maître de conférence en Alsace, qui participe au Coruscant, ça fait penser à Star Wars, mais c'est le collectif de recherche sur la Russie contemporaine, pour l'analyse de ces nouvelles trajectoires.
Donc ça rappelle effectivement la capitale de Star Wars, sans probablement qu'il y a un quelconque hasard. Alors, donc c'est la Russie de Poutine, du tournant autoritaire à la guerre, donc en plein de questions. C'est intéressant, et ça pose la question de savoir si Poutine égale la Russie. Donc elle pose la question de manière objective et intéressante. C'est chez Idées reçues, Le Cavalier bleu. Voilà. Donc ça, un ouvrage intéressant qui sera lu ce week-end. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. J'ai eu une soirée vendredi à samedi particulièrement problématique et épique. J'en ai parlé un petit peu, je ne vais pas y revenir. Donc j'ai pas pu lire tout ce que je voulais lire. Mais je suis là en tout cas pour vous le rappeler. Voilà, chers amis, j'ai voulu vous parler un petit peu de sujets différents parce que quand on a un esprit un peu fusé, comme disait Robert Schockers à propos de Guillaume Fay, on a des fulgurances comme ça, des centres d'intérêt qui peuvent être très bizarres et qui méritent peut-être qu'on s'y attarde. Voilà, comment dire pas en vieux norrois, bah écoutez, ça se pose comme question. Moi j'aimerais savoir, et ben je sais maintenant. Et pour nos amis qui seraient dans les pays scandinaves, qui seraient amenés à aller à des cérémonies à Satrou et autres, par exemple, ils peuvent savoir comment on dit maintenant en suédois, en danois et en norvégien. Je vous souhaite une très bonne fin de Saturday et un bon samedi.